Bonjour, bienvenue dans cette quatrième capsule sur notre série Sur la Nation. L'épopée des Canadiens français est marquée par une quête de survie et d'émancipation nationale. Pourtant, avec le temps, les vents de la modernité et du changement ont soufflé, transformant la perception que nous avons de nous-mêmes et la vision de notre avenir. Ainsi, le glissement terminologique de Canadien français à Québécois représente le reflet d'une mutation sociopolitique profonde et d'un chamboulement des aspirations nationales. Dans le parcours d'introspection que je vous propose aujourd'hui, nous allons nous interroger sur les causes, les conséquences et les implications de cette transformation identitaire. Au cœur des années 60, la nation canadienne-française connaît son apogée. Le 23 novembre 1967, la place des Arts de Montréal vibre d'un élan historique lors des États généraux du Canada français, réunissant 1700 participants de toutes les provinces. Cet engouement provient d'un héritage historique entamé à la suite des tensions de 1837-38. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs changements et ambitions sont survenus. L'urbanisation croissante d'une démographie en expansion et le désir accru d'une autonomie. Tout cela sur la toile de fond du fameux « Vive le Québec libre » lancé par De Gaulle. Même avec les distances qui séparent les Canadiens français venus de partout au pays, ils partagent un héritage commun, mais aussi un destin contrarié. Ils viennent des quatre coins du Canada pour participer à ce qui s'apparente à une grande réunion de famille. Jusque dans les années 60, on parlait de la famille canadienne-française, une famille qui comprenait, bien entendu, le Château-Fort, le Québec. Pourtant, 30 ans plus tard, la commémoration de ces États généraux ne peut rassembler que 70 personnes. Mais où était donc passée cette flamme d'antan? D'un côté, la population du Québec aspirait à l'autodétermination. De l'autre, les Canadiens français hors Québec se sentaient délaissés par la question séparatiste. Mais cet éloignement fraternel ne peut être expliqué que par des divergences de vision. Notre histoire, soutenue par les valeurs chrétiennes qui conçoit l'homme comme un être spirituel enraciné dans une communauté de proximité, avait été mise au rencard par la Révolution tranquille, qui elle-même avait battu le terrain pour les notions d'individualisme libéral, qui considère l'individu d'abord comme un sujet de droit, sans filiation historique contraignante. Le Québec et le Canada avaient pris la voie de la modernité, et la connotation socio-historique de Canadiens français devait graduellement faire place à la nation québécoise, qui inclut les Québécois anglais, les Québécois français et les Québécois de toute origine. Il est assez inhabituel de voir une nation changer de nom en cours de route. La présomption de former une nouvelle nation pour remplacer l'ancienne a fait naître le terme québécois, tiré de la Province of Quebec, une entité civique et administrative récoltant des taxes, n'émanant pas de nos racines historiques. Ce changement de nom créa une rupture avec le reste du Canada français, une rupture que bien des chefs de file québécois se sont montrés satisfaits et libérés. Avec raison peut-être parce que c'est le seul séparatisme qu'ils auront effectivement réussi à faire en 50 ans. C'est donc au profit de quelle cause qu'a été prononcée la mort du Canada français par des Québécois influents? Comment est-ce que diviser les Québécois du reste du Canada français pourrait renforcer la nation fondatrice au moment où elle avait besoin de ses forces d'esprit pour se faire valoir auprès de ceux qui tentaient d'imposer leur règne? N'était-ce pas diviser pour laisser régner nos maîtres? La grande affaire des États généraux, c'est quand on établit clairement que la nation québécoise a un territoire qui n'est pas celui du Canada français, qui est celui du Québec. On s'est dit que ça ne servait à rien d'être avec ces gens-là parce qu'ils disparaîtraient de toute façon. Ces gens-là se sentaient lâchés par le Québec. Le 26 novembre 1967, quand les délégués rentrent chez eux, le Canada français tel qu'on l'a connu n'est plus. C'est assez tragique. Les gens qui se rassemblent là pensent que
On est vers un avenir prometteur, alors qu'on est face à un éclatement et une déchirure, une plaie qui ne s'est jamais cicatrisée. Les référendums de 1980 et 1995 ont marqué la vie intellectuelle québécoise et canadienne et ont enrichi les réflexions philosophiques. Tandis que certains y voyaient un combat purement politique entre le fédéral et le provincial, d'autres y discernaient une bataille identitaire et nationale. Lors du référendum de 1995, près de 61% des Québécois francophones avaient voté pour le oui, ce qui représentait un rejet des institutions fédérales telles qu'elles sont. Hey, si vous voulez, là, on va cesser de parler des francophones du Québec, voulez-vous? On va parler de nous. À 60%, on a voté pour. Ce chiffre représentait une volonté claire de changement, un échec du fédéralisme canadien et un mécontentement fondamental qui s'exprimait depuis de nombreuses décennies. Mais dilué dans le melting pot de l'identité québécoise, le pouvoir politique des Canadiens français était neutralisé. Autrement dit, si la nation canadienne-française n'avait pas été éclipsée par le néo-nationalisme, elle aurait été un formidable levier pour remettre en question le fédéralisme canadien, tant sur le plan moral qu'en termes de légitimité. Ceci prend un relief particulier en ce moment même, car nous sommes à la veille d'une ronde constitutionnelle historique. Imaginons, par exemple, à la suite des États généraux du Canada français, si leur objectif principal avait été atteint, une position commune sur les droits et les pouvoirs nécessaires pour assurer notre avenir. Pour être équipé d'un tel pouvoir légal et politique, il faut changer de paradigme et être capable de se reconnaître et de se nommer. C'est pourquoi la Fédération des Canadiens français a comme objectif à long terme de faire amender le préambule de la Loi 99, une loi statutaire. Pour que ce pivot historique se produise, il faudra qu'une majorité des membres de l'Assemblée nationale reconnaissent la nécessité historique de le faire. Si triste soit cette nécessité, cet acte sera un retour en arrière sur l'issue des États généraux de 1967 et 1969. Ce sera un acte de solidarité avec les Canadiens français du reste du Canada, mais pas nécessairement une réparation en soi de l'abandon consommé de 1969. De celui-ci, nous pouvons simplement reconnaître l'erreur pour laquelle nous avons, ici, au Québec, payé chèrement et aussi nous pourrions nous excuser. La Révolution tranquille et la vague du modernisme ont fait du Québec un sujet d'avant-garde pour le mondialisme qui se révèle aujourd'hui dans les pays occidentaux. Le modèle qui a en dédain tout ce qui se rapproche du concept de la nation constitue une menace pour toute communauté qui désire préserver ses racines et son identité. Notre nation est engagée dans une trajectoire en déclin, et si nous voulons survivre, nous devons nous réapproprier notre nom de Canadiens. C'est donc maintenant ou jamais où nous avons l'opportunité de continuer notre ligne temporelle où nous l'avons laissée. C'est en sachant d'où on vient qu'on sait où on va. Donc dans le prochain épisode, je vous invite à nous joindre où nous allons parler de cette grande remontée qui a mené au summum de la nation canadienne-française au début des années 60. Donc on se rejoint très bientôt pour regarder ensemble cet épisode riche de leçons. À bientôt!